Je m'appelle Claude Marceau, je suis radiologue et plutôt neuroradiologue, c'est-à-dire que je m'occupe de l'imagerie du cerveau. Ça paraît assez extraordinaire de s'occuper de l'imagerie du cerveau, surtout quand on essaie de se rappeler ce que j'ai connu lorsque j'étais étudiant en médecine et surtout étudiant dans ma discipline, la radiologie, où le cerveau était un mythe, on ne le voyait pas, il était hors de question de voir quoi que ce soit. Et puis au début des années 70, il y a eu une petite évolution, pour ne pas dire une révolution. On a vu le cerveau grâce au scanner. Donc déjà, énorme progrès pour nous, voir un parenchyme que nous ne connaissions pas, en tous les cas dévisu du vivant du patient. Et puis est apparue une autre technique, l'imagerie par résonance magnétique. Cette imagerie par résonance magnétique est apparue au milieu des années 80. Et là, avec une visualisation de plus en plus satisfaisante du cerveau lui-même. Et en fait, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est bien évidemment d'avoir vu le cerveau, mais le temps a passé. C'est en fait de voir la révolution qui est intervenue au cours des années 96, 97, 98, où là, on a vu fonctionner le cerveau. Vu fonctionner le cerveau en imagerie par résonance magnétique, mais ceci n'a à la limite pas tellement d'importance, c'est beaucoup plus global, c'est voir fonctionner le cerveau, où ça nous a posé beaucoup de questions. À la fois, j'allais dire, sur l'intimité du malade, l'intimité des volontaires sains. On a fait un certain nombre de techniques pour voir ce cerveau fonctionner. Ces techniques s'appellent des paradigmes. Et par rapport à ces paradigmes, finalement, nous, les radiologues, ce n'était pas nous qui étions capables de les mettre en place. Donc nous sommes sortis de notre petit cocon, on est sortis de nos machines pour finalement se développer par rapport à d'autres interlocuteurs, je dirais pas interlocuteurs, plutôt collaborateurs et collaborateurs très importants, et en particulier les neuropsychologues qui nous ont largement aidés. Un des premiers éléments, après on prendra peut-être d'autres éléments, mais un des premiers éléments qui m'a beaucoup interrogé, c'est simplement, alors que c'est au jour d'aujourd'hui relativement banal de voir l'aire motrice de la main droite par exemple, mais qui m'a interrogé beaucoup, c'est finalement par rapport à cette aire motrice de la main droite qu'on a vue assez rapidement, dès 96-97, en demandant simplement au malade de, entre guillemets, se reposer, et puis d'activer sa main droite, de se reposer, et puis on fusionnait ces deux images, et la soustraction entre les deux nous permettait de voir la motricité de la main droite. Et puis un d'entre nous, de façon alors pas totalement idiote, parce que je crois que c'était totalement prémédité, a dit, mais demandons aux volontaires ou aux malades de penser à bouger la main droite. Et à ce moment-là, le patient ou le volontaire a pensé à bouger la main droite et on a activé exactement la même aire au niveau du parenchyme cérébral. Et là, les choses se sont compliquées. Alors nous, les radiologues, on voyait ça de façon simple. Quand je dis simple, même très simple. On avait nos images, on avait nos machines, c'était très bien. Et là, on rentrait dans l'intimité du sujet. Je pense à bouger ma main droite et je vois ma main droite bouger. Et on a considérablement modifié nos paradigmes pour arriver à aujourd'hui des paradigmes d'une complexité extrême, pour essayer de beaucoup mieux comprendre cette activation du parenchyme cérébral. Alors après, les conséquences, bien entendu, là, j'allais dire que le radiologue et le médecin sont revenus par-dessus, et les conséquences sont actuellement extraordinaires dans la qualité de la prise en charge des malades, en particulier en neurochirurgie, dans la qualité de la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, et donc une visualisation totalement différente de ce que l'on avait vu. Puis j'allais dire un petit peu parallèlement, parce que pour nous, c'est pas neutre du tout. Il est tout à fait clair qu'on était passé de l'imagerie de Röntgen, donc de l'imagerie qu'on connaît tous, hein, la radiographie de l'os, à quelque chose qui n'a plus rien à voir évidemment avec ça. Et surtout donc de cette imagerie dite analogique, à l'appareil photo qu'on a tous connu quand on était gamin avec nos parents, et on est passé à une imagerie numérique. Et là, c'est clair qu'un certain nombre de problèmes ont commencé à se poser. L'arrivée, ou plutôt d'ailleurs l'intrusion monumentale de l'informatique, de Bill Gates chez nous. On a tout fait avec nos ordinateurs. Si je vous emmène visiter le service, vous serez ébahi par le nombre d'ordinateurs qu'il peut y avoir. Donc on ne fait plus que ça, donc on ne fait plus que de l'imagerie numérique. Et non seulement on fait de l'imagerie numérique avec une quantité astronomique d'images, de données, etc., on est passé de 20, 30, 40 images à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 images par examen, donc des choses absolument considérables. Et puis finalement aussi dans cette intrusion, on s'est posé la question, on doit se poser la question, et des questions éthiques sur le numérique. Qu'est-ce que ça veut dire le numérique? Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses.
On peut imaginer beaucoup de choses. Le traitement d'image a un rôle absolument considérable. Et ce traitement d'image, on peut aller jusqu'au bout, on peut l'arrêter partiellement, on peut voir des choses, on peut ne pas voir des choses, on peut cacher des choses. Donc on peut arriver à ce moment-là à avoir une notion qui n'est pas forcément la meilleure par rapport à tout cela. Donc je crois que c'est un élément vraiment pour nous tout à fait essentiel de bien comprendre qu'on devrait, alors on a une sorte de charte de mode de fonctionnement, mais on doit bien comprendre que c'est pas forcément simple de tout voir et c'est pas forcément simple non plus de tout reconstruire. Et puis enfin, alors là je crois que c'est aussi un élément assez important pour pas dire majeur. Nous avions l'habitude, en particulier lorsque j'étais un peu plus jeune, excusez-moi, nous avions l'habitude de dire bonjour au malade lorsqu'il arrivait. Nous avions également l'habitude de lui dire au revoir et puis de prendre le risque, parce que c'est un risque assez important, l'examen vient d'être terminé, de lui parler, c'est-à-dire de répondre à ses questions. Il a des questions à nous poser, donc doit répondre à ces questions. Et là, les choses sont un tout petit peu plus compliquées, sont beaucoup plus compliquées en 2008, tout simplement parce qu'au lieu de voir 15 malades, 20 malades, 25 malades par jour, on en voit sur certaines machines comme le scanner 50, 60, 70. Sur les REM, on en voit un petit peu moins, mais un nombre tout à fait considérable, avec en plus, ce que j'évoquais tout à l'heure, le traitement d'image qui vient par derrière, qu'on n'a pas forcément eu le temps de réaliser au moment où on va dire au revoir aux malades, et progressivement peut-être un refuge derrière la machine. La machine, c'est magnifique, c'est superbe, on peut faire plein de choses, et quand on dit au revoir aux malades, lui dire monsieur ou madame, je vous enverrai les résultats ou vous aurez les résultats par votre médecin traitant, c'est peut-être pas forcément suffisant. Il faut peut-être le revoir de plus en plus. Alors cette évolution est mauvaise de mon point de vue. Je ne devrais pas l'affirmer autant que cela. Elle est mauvaise de mon point de vue parce que le malade est l'objet essentiel. On a tellement tendance à l'oublier derrière nos technologies absolument magnifiques et somptueuses. Ce d'autant plus qu'on peut même maintenant aujourd'hui remettre un certain nombre de nos résultats sur ce qu'on appelle nos réseaux d'images. Donc on va pouvoir le transférer à l'intérieur de l'hôpital. Probablement et très probablement, on va aussi le transférer à l'extérieur de l'hôpital. Et là se posent d'autres problèmes redoutables. Et là, je me permettrai d'en évoquer un ou deux. Le premier problème fondamental, c'est la confidentialité. Déjà, à l'intérieur de l'hôpital, ça pose des difficultés en termes de confidentialité, puisque nous sommes capables de projeter directement sur des grands écrans pendant les staffs les examens qui viennent quasiment d'être réalisés. Faut-il systématiquement les anonymiser? Mais à ce moment-là, les erreurs deviennent possibles, même dramatiques. Donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. Où doit-on nous donner la possibilité qu'à quelques personnes, qu'à quelques-uns d'entre nous de voir les images? À ce moment-là, le réseau d'images n'a plus forcément ses raisons d'être et c'est quand même relativement embêtant, c'est même très embêtant. Et puis si on part sur l'extérieur, donc si on part sur le web, sur la toile, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? J'avais été affolé il y a maintenant quand même une dizaine d'années, je crois, lorsque j'avais vu des dossiers de malades circuler sur le web. C'était pas en France, hein, ça venait d'autres pays, mais quand même avec le nom, le prénom et quasiment la date de naissance, l'identification totale. Je crois que c'est vraiment pas très raisonnable d'arriver jusque-là. Une des possibilités ou une des choses, en tous les cas, sur lesquelles je crois qu'il convient vraiment de réfléchir, c'est de se dire qu'il faut nous tous nous responsabiliser et que nous ayons une sorte de charte de bonne conduite. Je peux reprendre un autre exemple qu'on avait essayé de faire lorsque j'étais à la Pitié-Salpêtrière. C'est le rapport entre le réseau hospitalier, donc le réseau de soins, et le réseau recherche. Après plusieurs mois de discussion, nous avions accepté que le réseau recherche et le réseau de soins hospitaliers puissent coexister dans la même pièce. Je dis bien puissent coexister, mais sans aucun lien physique, c'est-à-dire sans câble entre les deux. Et la charte qui avait été établie, c'est qu'on pouvait mettre des examens du réseau, transférer des examens du réseau hospitalier vers le réseau de recherche, à condition qu'on ait anonymisé ces examens. Finalement, ça a très bien fonctionné. Chacun et tout le monde plutôt a respecté cette anonymisation. Et il n'y a jamais eu aucun gag, alors qu'à partir du moment où ça partait sur le réseau recherche, là, ça partait sur toute la France. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui m'est apparu comme assez fondamental. Donc, je dirais que cette évolution pour nous, qui est une évolution absolument extraordinaire, la radiologie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, même avec celle d'il y a 10 ans, encore moins avec celle d'il y a 20 ans, nous a amené à beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir sur la qualité de la relation avec le malade,
Surtout ne pas oublier, arriver à le reprendre en charge. Je reconnais, là j'ai relativement de la chance, je ne devrais pas le dire, mais le service est bien équipé. J'ai pas mal de machines. On arrive à avoir un rythme de travail satisfaisant. Et au niveau aussi bien des manipulateurs de radiologie, donc des techniciens, qu'au niveau des jeunes internes, on arrive à leur faire passer des messages majeurs. Premièrement, occupez-vous du malade. Deuxièmement, on rentre dans un univers totalement numérique. Donc profitez-en, vous avez une foultitude de consoles qui vont vous permettre d'avoir des images absolument époustouflantes, non pas en termes d'aspect physique, mais époustouflantes en termes d'information pour prendre en charge le malade. Mais ne l'oubliez pas, allez vraiment lui dire bonjour, allez lui dire au revoir, parlez-lui, s'il vous pose des questions, surtout, une obligation formelle de répondre.